Il existe une phrase qu'aucune fédération nationale de football ne devrait jamais avoir à prononcer à propos d'un mondial. Et pourtant, vendredi dernier, l'Iran l'a dit à voix haute. Nous sommes l'équipe la plus opprimée de ce tournoi. Ce n'était pas un supporter frustré qui se défoulait sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas un consultant sportif en quête d'un titre provocateur. Ces mots venaient d'Amir Galenoei, le sélectionneur de l'Iran, qui décrivait l'expérience de son équipe lors du mondial 2026 avec des termes qu'aucun entraîneur, dans aucun tournoi précédent, n'avait jamais eu à employer. Et dans les jours qui ont suivi, la fédération iranienne a fait quelque chose qui n'arrive presque jamais au beau milieu d'un mondial. Elle a déposé une plainte officielle contre la FIFA elle-même, qui dirige le tournoi pour lequel ses joueurs avaient passé des années à tenter de se qualifier. Ce qui se joue en ce moment en Amérique du Nord n'est pas seulement un différend bureaucratique autour de la logistique des déplacements, c'est une question centrale. Le plus grand événement de la planète tient-il vraiment la promesse qu'il fait à chaque nation qui gagne sa place sur le terrain? Et pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut commencer non pas dans les stades, non pas sur les terrains d'entraînement, mais dans les bureaux du gouvernement Trump et dans la longue histoire complexe et tendue qui lie les USA et l'Iran. Lorsque le mondial 2026 a été attribué à la candidature conjointe des USA, du Canada et du Mexique en 2018, cette décision reposait sur une hypothèse implicite. Un pays hôte devait offrir à toutes les équipes participantes des conditions de compétition justes et comparables. Ce n'est pas seulement un principe séduisant pour les discours officiels, il est inscrit dans le cadre même des compétitions de la FIFA. Chaque équipe obtient sa place au terme de plusieurs années de matchs de qualification, de tournois régionaux et de barrages. La récompense de tout ce travail, c'est le droit de concourir sur un pied d'égalité. Ce que l'Iran vit en juin 2026 est tout autre chose. Selon les communications officielles de la Fédération iranienne de football, les autorités américaines ont imposé à la sélection nationale iranienne une fenêtre d'entrée extrêmement stricte. L'équipe ne peut arriver aux USA que 24 heures au plus tôt avant le coup d'envoi, et elle doit quitter le pays le jour même où le match se termine. 24 heures, c'est le temps total que les joueurs iraniens sont autorisés à passer sur le sol américain avant de disputer le tournoi le plus important de leur sport. Comparons maintenant cette situation à celle de toutes les autres équipes présentes dans ce mondial. Une préparation normale pour un match international de ce niveau, à plus forte raison pour un match de phase de groupe d'un mondial, implique généralement d'arriver 2 ou 3 jours à l'avance. Cette marge existe pour une raison. Elle permet aux joueurs de récupérer après de longs trajets. Elle donne au staff technique le temps de s'entraîner sur les surfaces locales. Elle permet à l'ensemble du groupe de s'adapter aux fuseaux horaires, au niveau d'humidité, aux différences d'altitude et aux conditions atmosphériques propres à chaque ville hôte. Cette période de préparation n'est pas un luxe. C'est un standard compétitif de base autour duquel presque toutes les fédérations nationales construisent leur calendrier de tournois. L'Iran n'a pas accès à ce standard. En raison de l'interdiction de voyage imposée par le gouvernement Trump, qui a placé l'Iran parmi un groupe de pays soumis à de strictes suspensions de visa, la fédération iranienne a décidé d'installer toute son organisation du mondial, non pas aux USA, mais au Mexique, l'un des autres pays co-organisateurs. Il faut prendre un instant pour mesurer ce que cela signifie concrètement. L'Iran dispute ses matchs de phase de groupe à Los Angeles et à Seattle, deux grandes villes américaines qui possèdent tout ce que l'on attend d'une enceinte de mondial de premier rang. Mais l'équipe ne réside nulle part à proximité de ces villes. Les joueurs, le staff technique, le personnel médical et l'équipe de soutien vivent et s'entraînent au Mexique, franchissent une frontière internationale chaque fois qu'ils doivent jouer un match et, dans bien des cas, repartent immédiatement après le coup de sifflet final. Aucune situation comparable n'existe ailleurs dans ce tournoi. Aucune autre nation qualifiée ne fonctionne avec ce type de navette transfrontalière. Toutes les autres équipes peuvent établir leur base près de leur ville hôte, maintenir un rythme d'entraînement stable et se préparer précisément comme le football international de haut niveau l'a toujours exigé. L'Iran évolue donc selon un ensemble de règles totalement différents, non pas à cause d'un élément lié au football, mais à cause de la relation diplomatique et politique plus large entre Téhéran et Washington. Et cette relation, déjà tendue depuis des décennies, a franchi un nouveau seuil lorsque le président Trump a autorisé des frappes militaires contre l'Iran en juin 2025, puis officialisé l'interdiction de voyage qui allait finir par façonner ce mondial d'une manière que personne n'avait pleinement anticipée. La Maison-Blanche a créé ce qu'elle a appelé une task force FIFA afin de gérer les dimensions politiques de l'accueil du tournoi.
Andrew Giuliani, directeur exécutif de cette task force, a confirmé publiquement que l'Iran avait été informé très en amont des conditions d'entrée. L'équipe sera autorisée à entrer à J-1, donc la veille du match, a déclaré Giuliani à CBS News. Le message de la Maison-Blanche était clair, voilà l'accord, il a été communiqué tôt et il ne changera pas. Mais comprendre une restriction à l'avance ne la rend pas équitable sur le plan sportif. Savoir que l'on arrivera 24 heures avant le match ne rend pas ces 24 heures suffisantes. Le sélectionneur Galais Noël n'a pas attendu longtemps avant de relier ces conditions au résultat. Lorsque l'Iran a fait match nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande lors de son premier match de groupe à Los Angeles le 15 juin, il a été direct face aux médias après la rencontre. Il a déclaré que cette perturbation avait nui à la performance de son équipe. Il a expliqué que le plan initial prévoyait que le groupe se rende dans la ville hôte 2 jours avant chaque match, atteigne ce qu'il a décrit comme un état physique et technique optimal, puis retourne à sa base au Mexique le lendemain. Ce plan n'a jamais été viable sous les restrictions imposées, et un entraîneur qui a bâti toute sa philosophie de préparation autour de ce type de montée en puissance structurée a vu son équipe disputer son premier match de mondial dans un état proche du mode survie. Essayer de tenir 90 minutes après avoir franchi une frontière la veille au soir. La plainte officielle de la fédération auprès de la FIFA, publiée dans un communiqué soigneusement rédigé mais sans ambiguïté, a qualifié les restrictions de déplacement d'incompatibles avec le principe consistant à fournir des conditions égales à toutes les équipes participantes et a averti que la situation pourrait affecter négativement la préparation technique de l'équipe pour la suite du tournoi. L'expression « conditions égales » pèse lourd dans ce communiqué. C'est précisément le vocabulaire que la FIFA utilise lorsqu'elle parle de ce qu'un mondial est censé garantir. Et l'Iran affirme désormais officiellement que cette garantie a été rompue. Mais la situation iranienne n'est pas apparue isolément. Elle est l'expression la plus visible et la plus significative, sur le plan institutionnel, d'un schéma qui se dessinait déjà depuis des semaines avant même le coup d'envoi du tournoi. Un schéma qui ne concerne pas seulement une nation, mais plusieurs pays, des officiels et des supporters, tous confrontés au même mur. Le cas antérieur le plus frappant concernait l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan. Il avait été retenu par la FIFA parmi les 52 officiels de match seulement pour l'ensemble du mondial 2026, une nomination historique qui aurait fait de lui le premier arbitre somalien à officier dans le tournoi. Il s'est présenté à l'aéroport international de Miami avec des accréditations officielles de la FIFA et un passeport diplomatique. Le service américain des douanes et de la protection des frontières lui a refusé l'entrée à la porte. La raison invoquée tenait à ce que les autorités ont décrit comme des préoccupations de vérification liées à sa nationalité somalienne, laquelle entre dans le champ des restrictions de voyage plus larges du gouvernement Trump. Artan a été placé dans un avion à destination d'Istanbul. Il n'a jamais arbitré une seule minute du tournoi. Ian Wright, ancien international anglais et consultant football largement respecté, a publiquement dénoncé les USA après cet incident. Le monde du football était resté sidéré, non seulement par la décision elle-même, mais par le fait que des accréditations de la FIFA et un passeport diplomatique n'aient absolument rien pesé à la frontière. Gianni Infantino, président de la FIFA, lorsqu'il a été interrogé avec insistance sur la controverse croissante autour des visas, a donné une réponse qui a été très mal reçue dans une grande partie du monde du football. Il a reconnu la situation, mais a essentiellement soutenu que la FIFA n'avait aucune autorité sur l'immigration d'un État souverain. Nous ne sommes pas les rois du monde, a-t-il déclaré. Techniquement, c'est exact. Mais du point de vue de chaque équipe et de chaque officiel qui a gagné sa place dans ce tournoi, c'est aussi très insatisfaisant. Car cela laisse ouverte la question centrale. Si la FIFA ne peut pas garantir que toutes les nations participantes puissent vraiment entrer dans le pays hôte, que garantit-elle précisément ? La situation autour de l'allocation des billets iraniens a ajouté une dimension supplémentaire. La fédération a indiqué que son contingent officiel de billets, les places qui avaient été réservées aux supporters iraniens pour assister au match de leur équipe, avaient été discrètement retirées quelques jours seulement avant le début du tournoi. Cela signifie que des supporters iraniens qui avaient reçu des billets légitimes par les canaux officiels de distribution de la fédération se sont retrouvés avec de simples morceaux de papier sans valeur. Le contexte rend cette réalité encore plus lourde. Les ressortissants iraniens étaient au moins déjà empêchés d'assister à des matchs aux USA en raison de l'interdiction de voyage.
La révocation des billets n'a fait que sceller une situation qui était déjà presque impossible pour les supporters iraniens ordinaires qui rêvaient depuis des années de voir leur équipe évoluer sur la scène mondiale. Environ 90 supporters marocains auraient eux aussi vu leur demande de visa refusée malgré leur présence antérieure à de grands événements sportifs internationaux, selon des informations de l'agence Anadolu. Des journalistes couvrant des équipes de plusieurs pays visés par des restrictions ont décrit de longs interrogatoires dans des aéroports américains. Durant la première semaine du tournoi, les réseaux sociaux ont été submergés de témoignages de supporters, de journalistes et de membres de staff venus de plusieurs nations et confrontés à des problèmes d'entrée. Certains entièrement refoulés, d'autres retenus pendant des heures aux douanes, d'autres encore renonçant tout à assister à des matchs pour lesquels ils avaient des billets. Le format élargi de la FIFA pour 2026, 48 équipes au lieu des 32 traditionnelles, avait été présenté en partie comme un geste d'inclusion. Plus de pays en compétition, plus de nations représentées. Un mondial qui reflète véritablement la portée mondiale du football. Le chaos des visas qui se déploie en temps réel rend ce discours de plus en plus creux. On ne peut pas prétendre de manière crédible que le tournoi est plus inclusif lorsqu'une part importante des nations supplémentaires participantes se heurte à des barrières structurelles que l'ancien format à 32 équipes, organisé entièrement à l'intérieur des frontières d'un seul pays, n'avait jamais eu à affronter. Et c'est un point sur lequel il faut s'arrêter un instant. Les Coupes du Monde organisées par plusieurs pays sont récentes. L'édition 2026 n'est que la deuxième de l'histoire à être accueillie par plusieurs nations, et la première à impliquer 3 pays hôtes distincts. Lorsque la FIFA et ses fédérations membres ont voté l'élargissement du format et la répartition des matchs entre les USA, le Canada et le Mexique, elles ont parié que la logistique transfrontalière pourrait être gérée efficacement. Ce que révèle la situation iranienne, c'est que cette logistique n'est pas seulement complexe. Elle peut produire des effets activement discriminatoires lorsqu'un des pays hôtes applique de larges restrictions de voyage visant des pays précis qui se trouvent aussi avoir obtenu leur qualification pour le tournoi. C'est un territoire nouveau. Les précédentes Coupes du Monde, organisées dans des pays aux relations diplomatiques complexes, ont évidemment généré des tensions. L'Afrique du Sud, le Brésil, la Russie, le Qatar, tous ont connu leurs critiques et leurs controverses. Mais aucune n'a placé une équipe qualifiée dans cela de devoir franchir une frontière internationale pour chaque match. Aucune n'a créé un scénario dans lequel une fédération nationale devait installer toute sa base opérationnelle dans un autre pays que celui où se disputaient ces rencontres. L'architecture du tournoi 2026 a rendu cette forme particulière d'inégalité non seulement possible, mais peut-être inévitable une fois finalisée la liste complète des nations qualifiées. Pour les joueurs iraniens, le poids cumulé de cette situation est difficile à exagérer. Mettons le football de côté un instant et pensons à l'expérience humaine. Ce sont des athlètes qui ont passé des années à se qualifier pour un mondial, à travers les tours de qualification asiatiques, la pression des barrages régionaux, tout ce parcours, avec l'espoir d'arriver au tournoi final et de concourir comme tout le monde. Au lieu de cela, ils franchissent une frontière au milieu de la nuit, jouent dans certains des matchs les plus sous pression de leur carrière, puis repassent cette même frontière avant même que nombre de leurs adversaires aient terminé leur repas d'après-match. La charge mentale supplémentaire liée au fait de savoir que sa préparation a été compromise par des forces totalement extérieures au football, par la géopolitique, par des décrets présidentiels, par des décisions prises à Washington qui n'ont rien à voir avec la qualité d'un premier contrôle ou avec les appels sans ballon, est un fardeau qu'aucune autre équipe de ce tournoi ne porte. Les derniers matchs de groupe de l'Iran comprennent un choc crucial contre la Belgique, l'un des favoris du tournoi et une équipe remplie de joueurs de calibre Ligue des Champions. Les restrictions de temps n'ont pas changé. La base au Mexique n'a pas bougé. Chaque avantage de préparation que la Belgique considère comme acquis, la possibilité de s'entraîner plusieurs jours dans la ville du match, celle d'installer une routine, reste hors de portée du groupe iranien. Que la plainte officielle de la fédération auprès de la FIFA change quelque chose à cela demeure vraiment incertain. La FIFA, à l'heure où ces lignes sont écrites, n'a publié aucune réponse à la plainte officielle de l'Iran. Le département américain de la sécurité intérieure s'est contenté d'indiquer que les conditions avaient été communiquées à l'avance, ce qui, une fois encore, n'est pas la même chose que dire que ces conditions sont justes. Le silence du siège de la FIFA paraît significatif d'une manière précise. Il suggère que la FIFA n'a peut-être pas de solution viable à proposer, ou qu'elle ne veut pas encore reconnaître publiquement l'ampleur de ce que ce tournoi révèle sur les limites de son autorité.
il existe quelques issues réalistes à partir de maintenant, et aucune n'est vraiment nette. La FIFA pourrait tenter de négocier avec les autorités américaines des fenêtres d'entrée élargies pour les derniers matchs de l'Iran, mais cela exigerait un niveau d'engagement diplomatique qui dépasse largement le cadre habituel d'une organisation de football, et rien n'indique que la task force FIFA de la Maison-Blanche soit disposée à offrir la moindre flexibilité. La FIFA pourrait reconnaître publiquement le déséquilibre compétitif, tout en concluant qu'elle n'a pas le pouvoir de passer outre le droit migratoire américain. Ce serait honnête, mais cela reviendrait aussi, dans les faits, à accepter que le tournoi qu'elle dirige ne se déroule pas sur un pied d'égalité. Ou bien la situation pourrait s'enliser. Pas de résolution formelle, pas de changement de politique, l'Iran qui termine sa phase de groupe dans les mêmes conditions qu'il a déjà qualifiées d'injustes, et tout cet épisode qui devient une note de bas de page dans une conversation plus large sur ce qui a dysfonctionné dans l'approche inclusive du mondial 2026. Une chose semble certaine, ce ne sera pas la dernière grande controverse de ce tournoi. Les conditions qui ont produit la situation iranienne, un format multinational, une administration américaine dotée de restrictions de voyage très larges, une structure de la FIFA qui attribue des droits d'organisation sans garantie, juridiquement contraignante d'accès égal pour toutes les nations participantes, n'ont pas changé. Elles continueront de produire des frictions. Et chaque point de friction soulève la même question centrale sur la nature réelle de la promesse du mondial. Car cette promesse telle qu'elle a toujours été vendue ressemble à ceci. Gagne ta place par le mérite, et lorsque tu arrives, tu joues sur un terrain équitable. Le processus de qualification est brutal et inégal de 100 façons différentes. Certaines fédérations disposent de beaucoup plus de ressources, d'infrastructures et d'avantages historiques que d'autres. Mais le tournoi lui-même est censé être le grand égalisateur. 90 minutes, un ballon, les mêmes règles pour tout le monde. C'est le rêve sur lequel le mondial a toujours bâti son pouvoir. Ce que l'Iran conteste dans sa plainte officielle auprès de la FIFA, c'est de savoir si ce rêve fonctionne encore. Pas dans un sens philosophique abstrait, mais dans un sens très concret, documenté avec des effets sur les matchs. Notre préparation a été compromise par des conditions qui n'avaient tant rien à voir avec le football. Ces conditions ne s'appliquaient tant pas également à toutes les équipes, et le résultat sur le terrain en a été affecté. C'est une accusation grave. Elle a été déposée par les canaux officiels. Et elle mérite une réponse officielle sérieuse. Qu'elle l'obtienne ou non, que la FIFA démontre ou non qu'elle peut vraiment faire respecter les principes qu'elle affirme défendre lorsque ces principes entrent en conflit direct avec les priorités politiques de son pays, hôte le plus puissant, pourrait bien définir la manière dont tout ce tournoi sera retenu. Pas les buts, pas les surprises, pas ce qui se passera en finale. Mais la question de savoir si l'organisation, au centre de l'événement le plus regardé au monde, a prouvé, sous pression, qu'elle pensait vraiment ce qu'elle disait au sujet de l'équité. Les supporters exclus connaissent la réponse qu'ils ont vécue. L'arbitre refoulé à Miami connaît la sienne. Les joueurs iraniens qui franchissent la frontière entre les USA et le Mexique dans les heures précédant les matchs les plus importants de leur carrière connaissent la leur. La question est maintenant de savoir si quelqu'un disposant d'une véritable autorité écoute, et si écouter suffira à changer quoi que ce soit. L'arrière-plan politique de toute cette affaire remonte à bien avant le premier coup de pied donné en 2026. Lorsque Trump a signé, en juin 2025, une interdiction de voyage visant les ressortissants iraniens, peu après avoir autorisé des frappes militaires contre l'Iran, les implications pour le mondial étaient immédiatement évidentes pour quiconque y prêtait attention. L'Iran était déjà qualifié pour le tournoi. Ses joueurs avaient gagné le droit de concourir. Et pourtant, le pouvoir exécutif du pays hôte rendait simultanément difficile, sur le plan juridique, la présence d'Iraniens sur le sol américain. La tension qui en résultait n'allait jamais se dissiper en silence, et elle ne l'a pas fait. En novembre 2025, lors de la cérémonie officielle du tirage au sort du mondial 2026 organisée à Washington, l'Iran a décidé de boycotter entièrement l'événement. La raison était simple. Plusieurs membres de la délégation iranienne s'étaient vus refuser les visas d'entrée nécessaires pour assister au tirage. La fédération a rendu sa position publique par l'intermédiaire de l'IRNA, l'agence de presse d'État iranienne, en déclarant qu'elle ne participerait pas à une cérémonie à laquelle elle ne pouvait pas assister correctement. Ce fut le premier signal public montrant à quel point l'expérience de ce mondial serait différente pour l'Iran par rapport à toutes les autres nations participantes. Et ce fut un signal que la FIFA a reçu sans changer d'approche.
Le secrétaire d'État Marco Rubio avait déclaré dès avril 2025 que les personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec le corps des gardiens de la révolution islamique, désignés comme organisation terroriste par le gouvernement américain, feraient face à un refus automatique de visa. La portée de cette formulation est suffisamment large pour créer de l'incertitude pour presque toute personne liée à la vie publique iranienne. Des administrateurs du football, des responsables de l'équipe et même certains membres du staff technique se sont retrouvés pris dans cette incertitude. Le personnel de soutien de la fédération n'a pas été épargné. Des membres clés du staff de soutien iranien se sont vus refuser des visas d'entrée avant le tournoi, obligeant la fédération à restructurer son dispositif opérationnel sous une énorme pression de dernière minute. La réalité géopolitique plus large est celle que la FIFA n'a jamais pleinement affrontée dans aucune de ses communications publiques au sujet du tournoi 2026. Lorsque vous organisez un mondial dans un pays qui applique des interdictions de voyage actives visant plusieurs nations qualifiées, vous n'organisez pas un événement neutre. Vous organisez un événement à l'intérieur d'un cadre politique qui influencera inévitablement qui peut y assister, qui peut y participer pleinement et à quelles conditions. L'insistance répétée de la FIFA sur le fait qu'elle ne peut pas dicter l'immigration est exacte, mais elle contourne aussi la question de savoir si la FIFA aurait dû obtenir des garanties juridiques plus solides d'accès égal avant d'attribuer le tournoi. Cette question est désormais posée avec force et la FIFA n'a pas de réponse confortable. Le contraste avec la manière dont d'autres pays hôtes ont géré des situations similaires est frappant. Le Qatar, en 2022, a suscité d'immenses controverses sur les droits humains, mais les joueurs, les staffs et les structures de soutien de toutes les nations participantes pouvaient entrer dans le pays. La Russie, en 2018, était soumise à une forte pression géopolitique et à des sanctions, mais des équipes issues de nations adverses ont tout de même concouru dans des conditions au moins fonctionnellement comparables. La situation de 2026 avec l'Iran est différente d'une manière précise et importante. Les limites structurelles imposées à la préparation de l'équipe remontent à des décisions prises par le gouvernement du pays hôte, et elles produisent un environnement compétitif inégal qu'aucun tournoi précédent n'avait eu à affronter sous cette forme. Il existe une version de cette histoire dans laquelle la FIFA conserve une part de crédibilité, celle où la FIFA négocie des fenêtres d'entrée élargies pour les derniers matchs de groupe de l'Iran, reconnaît publiquement que la situation est restée en deçà de ses propres standards compétitifs et s'engage à mettre en place des cadres juridiques plus solides avant d'attribuer de futurs tournois organisés par plusieurs pays. Cette version exige que la FIFA agisse, et qu'elle agisse vite. La phase de groupe ne dure pas longtemps. La possibilité pour l'Iran de bénéficier d'une quelconque solution se mesure en jours, pas en semaines.